Les grands créatifs sont d'abord des gens qui pensent par eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Qui font fi de tout ce qu'on leur raconte, toutes les influences, tous les carcans, toute même l'éducation parfois, ou certaines valeurs, ou certaines normes, de faire fi de tout ça, de sortir du cadre pour garder sa pensée propre, son identité. Je crois que la France aurait vraiment de la chance d'avoir un tel président. Bonjour à tous et bienvenue dans Passage à l'acte, le podcast qui pourrait faire penser à un serial killer et pourtant pas du tout, puisqu'on a décidé dans cette toute nouvelle série plutôt d'aller visiter, voire revisiter le passage à l'acte qui vous rend libre, cette capacité d'agir. 5 actes pour en parler, le tout avec un invité de choix. De grands auteurs disent que choisir c'est renoncer, pour nous c'est plutôt avancer. Comme nouvelle énergie et pour débuter, nous avons la chance d'avoir cet invité de choix, Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Sophie. On est ravis de vous accueillir ici, dans ce podcast, Passage à l'acte. Le premier acte est très simple. Je vais avoir besoin rapidement, en 3 mots, puis en 3 minutes, de découvrir l'homme. Donc, si on commence en disant entrepreneur, publicitaire, conseiller politique, j'allais presque dire aussi découvreur de talent, et surtout l'art de la punchline. Vous êtes qui, Franck Tapiro ? Je dirais que je suis un décathlonien créatif. Parce qu'en fait, c'est difficile, il y a pas mal de gens qui vont essayer de me définir. Je déteste qu'on me mette dans une case. Ça, je ne supporte pas d'ailleurs pour moi comme pour les autres. Je trouve qu'on a bien plus de talent que celui qu'on nous présuppose. On n'est pas connu que pour une seule chose. Je pense que, Dieu merci, la vie est longue. Et dans une vie, c'est une route longue. On a justement plein de talents. Alors, on a plus ou moins la chance de les développer. Donc, d'être dans une case, ce qui est terrible, c'est que c'est limitant. Donc moi, je préfère dire décathlonien créatif parce que c'est vrai que j'ai la chance de faire beaucoup de métiers dans le monde de la création. J'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion, c'est une vocation. Et je pousse d'ailleurs tous les jeunes qui vont dans le métier de la création. Avant, je disais la création publicitaire parce que j'étais publicitaire, car il est vrai que la publicité était le plus beau domaine d'expression de la créativité. Il ne l'est plus malheureusement, mais c'est pas grave, il a été remplacé par d'autres champs de création de contenu, production audiovisuelle, nouvelles formes d'écriture avec les nouveaux outils qui arrivent. Ouais. Et je trouve que jamais les créatifs n'ont eu, pour moi, une occasion de montrer qu'ils devaient reprendre le pouvoir qu'aujourd'hui. Ça, je vais vous en parler. Donc, voilà pourquoi, pour moi, être décathlonien créatif, c'est la possibilité de se définir, non pas par une discipline, mais par plusieurs. Donc, on peut dire qu'en fait, plus qu'un métier ou voir un palmarès, c'est une vocation, même d'être créatif, d'être dans la création. C'est une vocation. Alors, même si, évidemment, encore une fois, je saute d'une case à une autre, puisque je sors de la case, ma vraie vocation, c'était d'être médecin. Et pour... Il y a un cachet chirurgien. C'était ma décision de vie. En fait, quand j'étais petit, pour une seule et bonne raison, c'est que mon papa avait une jambe qui était raide et paralysée suite à une intervention ratée dans les années 30 au Maroc. Pour des raisons, c'est la fin des années 30, vous savez, et pendant l'occupation, on oublie que le Maroc était un protectorat. Quand on était juif, on n'avait pas le droit d'aller à l'école et pas le droit d'aller à l'hôpital. Donc, il a été mal soigné au dispensaire. Son genou s'est infecté et puis il a gardé cette jambe plus courte et raide. Et donc moi, depuis tout petit, quand je voyais ces cicatrices incroyables, lui qui ne s'est jamais considéré comme handicapé, il a eu d'ailleurs sa carte GIC à 65 ans, il marchait plus vite que tout le monde. Mon rêve, c'était de devenir chirurgien pour l'opérer. Je voulais être chirurgien orthopédiste. Voilà, pour soigner, opérer mon papa. Pour apporter une solution. Apporter une solution. Parce que c'est ça. Donc déjà, je ne savais pas à quel point ça faisait partie des définitions de la créativité. Bien sûr. Parce qu'apporter une solution, c'est une des définitions de la créativité. Donc ma vraie vocation, c'était chirurgien. Et puis après, voilà, j'ai avancé dans les études. C'est une histoire très drôle parce que j'ai fait un bac D scientifique pour avoir vraiment l'accès en PCEM, première année de médecine. Et finalement, il m'est arrivé une catastrophe. J'étais le premier en sciences nat et j'ai eu 6 à l'écrit de sciences nat. Pour une raison que je n'ai toujours pas comprise encore aujourd'hui. J'aurais dû demander à vérifier ma copie. Donc j'ai eu l'oral, ouf, et j'étais tellement soulagé que je suis parti en vacances le lendemain, l'acte manquait, et j'ai oublié d'aller chercher un dossier d'inscription en médecine, il faut vous dire. Donc j'ai ensuite rattrapé le coup, il restait qu'un dossier en pharmacie, je la fais courte, je me retrouve au mois d'octobre à l'entrée de pharmacie parce qu'on pouvait redoubler sa première année en médecine, mais ce n'était pas ma vocation, et là, j'arrive à la fac de médecine, à l'observatoire, premier et unique malaise vagal de ma vie.
Et je me retrouve donc début octobre, comme ça, en disant, c'est pas pour moi. Disons que c'est un passage à l'acte non consenti. C'est exactement ça. Mais À l'insu de notre plein gré. mais est-ce que c'est un acte manqué? Mais l'acte manqué est aussi un passage à l'acte inconscient. C'est vrai. Ouais, Donc en gros, c'est vrai. comme si on m'avait dit de là-haut, le message est non, c'est pas ta voix. Je suis retourné chez moi, mes parents me disent alors comment c'est passé cette première matinée. Je suis pas allé. Et là, ça c'est un passage à l'acte. Ouais. J'ai décidé vite. J'ai appelé mon meilleur ami. Il me dit mais t'es fou, on est le 3 octobre, c'est en 83. Mais tout est complexe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis bah écoute, qu'est-ce que tu fais toi? Mais il me dit moi je suis inscrit depuis des mois dans une prépa HEC. Je dis bah je vais m'inscrire. Il me dit mais t'es fou, ça fait 6 mois qu'il n'y a plus de place. On a appelé le directeur, on a été voir avec ma mère, on lui a fait une pièce de théâtre qui pourrait demain être produite, je pense, et il m'a pris le jour même. Donc vous D'accord. imaginez, de futur chirurgien, j'arrivais en prépa HEC. Et puis après, je m'y suis fait, parce que le passage à l'acte aussi, c'est non seulement de la prise de décision, parce que je dis à chaque fois, vous savez, on a plein d'idées dans la vie, mais tant qu'on n'a pas décidé, on n'a pas acté. Et parfois, l'acte, le passage à l'acte provoque aussi la décision. Et oui, parfois les gens... Dans l'action, Bien sûr. Une forme d'action qui permet d'avancer. Je dis toujours aux gens, bizarrement, que c'est l'action qui précède la vraie décision. Parfois, on ne sait pas. Alors, quand on ne sait pas, il faut faire. Parce que la liberté vient de l'action. C'est l'action qui libère. Et parfois, ça libère de ces carcans, de ce stress. En fait, finalement, en agissant, on décide. Et alors, après, on se raconte, en post-rationalisant, on se dit, non, j'ai décidé, j'ai mentalisé, puis après, j'ai agi. Mais la plupart du temps, c'est faux. Des fois, on dit, j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Mais en fait, c'est parce qu'on avait une décision inconsciente. Et pour que la décision soit consciente, il faut passer à l'acte. C'est un peu ce que j'ai entendu par cette phrase qui est le mouvement crée la chance. C'est un de cela en fait. Hein. Oui. Si je devais résumer ça. Mais oui, comme c'est tous les jours, on me dit comment ça va? Et je dis à chaque fois, ma réponse c'est quand on se bat, ça va. Ça veut dire quoi? Quand on agit, quand on se bat, au sens de l'action, dans l'action, quand on fait bouger les choses, ça va mieux que quand on reste un peu figé. Donc figé dans une case, figé dans une stratégie, figé dans une voie, figé même parfois dans une vocation. La preuve, je vous ai montré qu'on pouvait passer d'une vocation à une autre. Et donc tout cela, c'est pas de l'incohérence, c'est la vie. Et la vie, elle est faite de ça. Certains ont dit que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Et comme c'est pas un long fleuve tranquille, il faut décider, bouger, s'adapter en permanence. Faut bagayer. C'est darwinien, c'est darwinien parce que seuls ceux qui s'adaptent arrivent à survivre. Et finalement, au bout du compte, on se retourne et il ne faut pas se retourner trop parce qu'il faut regarder devant. Mais quand on se retourne, c'est de se dire, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je suis? C'est votre question. C'est mon identité, est-ce que c'est mon ancrage? Et est-ce que je suis heureux, simplement heureux de ce qui s'est passé? Et moi, même si c'est chaotique, je suis tellement heureux. Franck, acte 2. Séguéla, énorme agence. Siège de la créativité française et européenne, le pape de la publicité. Donc, pour quelqu'un qui est créatif, qui fait des études là-dedans et qui a envie d'être là-dedans, vous vous retrouvez avec votre, votre Mbappé. Ou peut-être pas, mais en tous les cas, de la publicité, celui qui vous permet d'accéder à cela. Maître Yoda, c'est Maître Yoda. Maître Yoda de la pub, voilà, plutôt. Et puis, vous allez, quand vous êtes au sein de cette agence, finalement, vous y êtes très bien, vous créez, vous êtes, presque au firmament et au début de cette carrière. On va parler du monde d'avant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de partir et de passer à l'acte qui est d'être dans un endroit confortable, où vous pouvez vous exprimer, qui peut être pour certains un aboutissement alors que vous êtes si jeune, et vous allez décider de partir. Acte 2. En fait, c'est une somme de passage à l'acte. Prépa HEC, première année, je rentre à l'ISG. À l'ISG, j'arrive à l'ISG, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, ISG, Institut supérieur de gestion à Paris 16, qui était à l'époque dans les 6e rang des écoles de commerce à l'époque, des années 80. Ça remonte à 84, je rentre là-bas en 84. Et je ne savais pas quoi faire parce que, encore une fois, je voulais être chirurgien. Je le rappelle à chaque fois, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que moi, ma pratique de tous les jours, mon hobby, c'était la musique. Je fais de la musique depuis que je suis né, depuis que je suis petit. Je fais du piano, je chante. Toutes les disciplines musicales m'intéressent. Et donc, j'écris aussi beaucoup. Je faisais du théâtre. Mais ça, pour moi, c'était un hobby. Et c'est vrai qu'il y avait une discipline qui me plaisait énormément, c'est la publicité. Mais parce que la publicité, quand j'étais petit, c'est la seule chose qui me calmait. Donc, comme j'étais un peu hyperactif, mes parents me mettaient devant la pub. Et là, j'avais les yeux comme ça. Quel spot? Est-ce qu'il y a un spot? Pipiou. On a toujours besoin de petits pois chez soi.
Ça, je me rappelle, c'est pour la collective des petits pois, mais je devais avoir 2-3 ans. Je chantais ça du matin au soir. Là, ça va être chaud pour la ref, pour ceux qui nous écoutent et qui Ah les ouais, regardent. Keep You, La Keep You sur la ref, Ah ouais, je pense que c'est- je sais même pas s'il y a pour le lire. de cet élève, mais avec un tête de petit pois. Et je chantais tous des jingles de pub, donc la musique, la créativité. Parce qu'on oublie que la pub, c'est un petit moment de rêve de 20-30 secondes. C'est Qui revient sans cesse, donc avec un côté un peu rengaine, musical. Et Mais c'est une un, vérité aussi. c'est un mensonge qui dit la vérité, parce que tout est faux dans une pub et tout est vrai. La marque est vraie, le produit est vrai, sauf que les comédiens sont des comédiens, on raconte une histoire qui ne La maison vraie, n'existe pas vraiment. Voilà. mais on rentre dedans, c'est un rêve. Et c'est ce qui fait le plus rêver les enfants, d'ailleurs, encore aujourd'hui, même si les publicités sont pratiquement plus du tout créatives, à part quelques exceptions. Donc moi, je vois ce truc-là, et je me dis, tiens, j'arrive à l'IAG, et je vois marqué régie publicitaire. Alors, dans ma tête, c'est une agence de pub. Enfin, pas du tout. C'est une régie pour récupérer des fonds, pour développer des événements de l'école de commerce, le gala des grandes écoles et tout. Et je dis, alors, on ne peut pas enlever régie, garder pub, et on va faire une agence de pub. Et tout le monde me regarde avec des yeux. Et comment ça? Ah ouais, on va créer la première agence de pub étudiante. C'est le premier jour, quand j'entre à l'IAG. Il fallait que je crée quelque chose. Et j'ai créé, personne n'y croyait, à part Marie-Catherine Caruso, une amie, Christian Beaumard, qui sont depuis très connus. Et on nous a donné au 16 rue Spontini, dans des locaux au -1, c'est important. Un petit local de rien du tout. Mettez-vous là, dans un GIE associatif, qui avait l'IAG, créez votre boîte. Je trouve un nom drôle, parce que comme on était en bas avec une colonne de canalisation en plein milieu, j'avais mis 2 barres en métal de chaque côté, j'ai appelé l'agence Périscope, pour avoir la vision au-dessus des marques, etc. Donc, C'est génial. complètement fou. Avec un petit sous-marin jaune qui rappelle... En partant de la contrainte, c'est ça qui est génial. Toujours en partant de la contrainte. Il y a En partant que de la contrainte. On n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Il faut se dire sur ça. Donc, je crée Périscope. Donc, on me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, on va essayer de faire de la pub pour les boîtes du coin, dans le 16e arrondissement. On était voir quelques galeries marchandes, la galerie Saint-Didier. C'était mon premier client. CTLM, c'est Sogetim, pardon. Boîte immobilière Sogetim. Et après, on se dit, bon, on va quand même aller demander au pape de la pub, parce que moi, je connaissais Séguéla, mais pour moi, je l'ai connu depuis 81, quand il a fait élire Mitterrand. Pour moi, il n'y avait qu'une agence de pub ou deux. Il y avait Séguéla et puis Bleussel-Blanchet, Publicis. Je ne connaissais rien au marché de la pub. Rien, ni personne. Et donc, on fait une plaquette avec marqué Périscope, adopter l'enfant pub. Parce que Séguéla venait de sortir son bouquin Fils de pub. J'ai dit, tiens, on va rebondir là-dessus. On va dire de nous adopter. On lui envoie la plaquette le lundi. Le mardi matin, bon, pour ceux qui nous regardent, ils ne vont pas comprendre, on a reçu un Telex. Telex, c'était des petites bandelettes de papier. C'est l'ancêtre du SMS ou du fax. Avec marqué, et je l'ai gardé, j'adopte, tendresse avec un S à la fin, Jacques Séguéla. Alors au début, tout le monde me dit, c'est pas possible. Tu lui as envoyé des trucs hier. Jacques Séguéla te répond le lendemain. Je prends mon courage à 4 mains, je téléphone à RSCG. Oui, bonjour, là, je ne pas la Jacques Séguéla. Qui êtes-vous, Franck Sapiro? Ah oui. Ah oui, c'est une blague. Je crois que c'était une caméra cachée à l'époque déjà. Et là, je tombe sur Jacques qui me dit, formidable, j'ai lu votre plaquette, j'adopte, mais c'est super. Blablabla. J'étais là, je tremblais. Je dis, mais on peut vous voir? Mais oui, mon assistante va vous trouver une date. À bientôt. Il raccroche. Et là, je suis comme ça. Et comme je suis un roi des canulars, ça c'est Pierre et le Loup, personne à l'agence pouvait me croire. Je viens d'avoir Jacques Séguéla. Ouais, c'est encore une de tes blagues. Non, non, je vous promets. Passage à l'acte. Paf, elle nous appelle, on le voit 2 jours après. Et là, on débarque dans son bureau. Lui aussi, dans un passage à l'acte, parce que Exactement. on parle de 3 jours entre le moment où vous envoyez, le moment où il vous envoie ce téléx, le moment où il y a prise de rendez-vous. Là, quand on parle aujourd'hui d'une hyper-réactivité de l'humeur, etc., là, il y a vraiment cette idée du passage à l'acte. Je dis, je fais. Et le hasard n'existe pas, puisqu'on se parle, je raconte mon histoire avec chirurgien, pharmacie, il me regarde, il me dit, mais je suis pharmacien. Non. Je fais, pardon? Il me dit, non, ça va, je suis pharmacien. Je suis docteur en pharmacie. J'ai professé pendant 3 mois. Et puis, à Perpignan, j'en ai eu marre. J'ai fait un tour du monde. Et là, il me raconte le tour du monde en Citroën avec Bodo, son ami, etc. Et lui aussi avait un parcours. Il voulait révéler être scientifique. Il a intégré en pharmacie. Lui, il a été au bout. Ouais. Et il a arrêté. Et il est devenu reporter. Et après, publicitaire. Donc, on avait un parcours. On s'est dit, waouh. Et donc, ça a été un coup de foudre, un coup de cœur. Vraiment... J'ai trouvé mon père spirituel. Oui, bien sûr. Ça a été vraiment... on ne sait jamais qui. J'ai eu au téléphone encore il y a quelques heures. La rencontre avec le mentor. Avec le mentor. Autre passage à l'acte, je devais faire un stage. Donc ça, c'est pendant mes études. Et donc, Périscope a super bien réussi parce que c'était vraiment la première start-up créative des agences de commerce. Et après, il fallait aller faire des stages. Jacques me dit, oui, mais tu viendras en stage long, mais fais d'abord un stage un peu plus court. Et je voulais aller chez FCA, je me rappelle à l'époque. Et FCA, c'était Jean Feldman, un grand publicitaire.
Et le problème, c'est qu'il déménageait au moment où je devais faire mon stage. Donc finalement, Jacques me dit, bon, c'est pas grave, viens faire un stage pendant 3 mois. Et je suis resté plusieurs années, puisque je suis entré en 87, juste avant la campagne de Mitterrand de 88. Et j'ai quitté en 2000. Et pendant 13 ans, j'ai eu la chance d'avoir ce parrain, ce père spirituel, Et en plus, de la à une époque publicité. de la publicité reine. L'âge d'or de la pub. Reine. Donc c'est vrai que mon passage à Light, ça a été quoi? C'est de me dire, je devais être chirurgien, je veux être publicitaire, travailler avec le meilleur. Ça, c'est aussi de savoir se choisir ses mentors, Ouais. de provoquer sa chance. La chance, je ne crois pas à la chance qui tombe comme ça du ciel. Ça n'existe pas. On provoque tout. On crée sa chance. Mais bien sûr, c'est un passage à l'acte, la chance. En gros, comme les gens me disent, oui, mais la réussite, l'échec, toutes ces conneries, le dialectique, je ne sais pas ce que c'est que la réussite et l'échec. C'est quoi? Quand je joue au foot et que je rate 3 buts et que j'en mets un à la fin qui fait gagner, j'ai réussi ou j'ai raté? Mhm. Donc en gros, ça ne veut rien dire, cette dialectique. Oui, on apprend quand on échoue, mais on apprend énormément quand on réussit aussi. Il faut juste savoir que rien n'est jamais acquis. C'est juste le passage à l'acte qui compte. Ça, je dis à mes enfants, à mes deux grandes filles, à mon fils, Elie, qui est plus jeune, quoi qu'il arrive, agissez. Faites parce que vous en sortirez toujours quelque chose. Et un jour, mon fils me dit, mais papa, on peut tomber. Parce qu'il fait du sport, il fait du basket. Et il y a une phrase magnifique qui n'est pas de moi, que j'ai entendue une fois, qui est de dire, quand tu tombes, ramasse toujours quelque chose. Ça aussi, c'est un passage à l'acte. En se disant, quand on tombe, c'est fini. Non, on se relève, on rebondit. L'utilité de l'expérience. On ramasse quelque chose. Mhm. Donc en gros, c'est que ça. Donc j'ai passé ces années-là avec Jacques, d'abord en stage, et puis le stage s'est bien passé, et j'ai été engagé début 88, et Génération Mitterrand, les femmes. j'ai fait surtout... Il n'y a pas que ça, mais c'était quand même un moment... Génération Mitterrand, c'est pas moi ce slogan. C'était Jacques Pilan qui l'avait trouvé. D'accord. Moi, j'avais trouvé un slogan qui était pendant ma période de stage. C'était en novembre. Le chanteur Renaud appelle Seguela et lui dit, voilà, j'ai appris que Mitterrand ne voulait pas y retourner. Vous savez, on avait fait ce sketch en disant, on va faire croire à tout le monde que Mitterrand ne va pas y aller. Comme ça, les campagnes des autres vont disparaître. Et ça va être, alors il y va ou il n'y va pas. Un coup de bluff exceptionnel. On parlait que de lui. Et Renaud voulait écrire quelque chose, un mot qu'il voulait publier dans les journaux pour dire, Mitterrand, tu dois y retourner, tu es la voix du peuple. Bon. Et donc Jacques me convoque. Il y avait deux gars qui bossaient avec Renaud qui sont dans le bureau. Il me dit, t'as trouvé des idées? Il me briefe en 2 minutes, comme toujours. Parce que moi, j'étais toujours ou dans mon bureau ou dans le sien. J'étais d'ailleurs plus souvent dans le bureau de Jacques que dans le mien. Parce que moi, j'étais au cœur des choses. Mais oui, elle écoutait de tout, elle voit agir, etc. Et là, je sors, comme toujours, une vanne, parce que je ne peux pas rester sérieux plus de 2 minutes. Vous connaissez? Et j'écris un truc, puis il me dit, t'as quelque chose? Je fais, oui, mais bon, et je le sors pour détendre l'atmosphère. Je dis, tonton, laisse pas béton. Et là, ils éclatent tous de rire. Et moi, je fais, non, mais attendez, c'est une blague. Hein, et j'étais en train de leur dire que j'étais en train de faire une blague. Ils me disent, mais non, c'est formidable. Le truc part. Et là, c'était dans le Matin de Paris, quelques jours après, début décembre 87, sort Tonton laisse pas béton avec la tête de Renaud. Et le truc a fait un buzz. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle toujours. Il y a dans les livres d'histoire, il y a eu des manifs. Donc, comme quoi, ce jour-là, j'ai appris mon métier. Ça, c'est le passage à l'acte. C'est quoi? Je connais pas la création, mais je me suis improvisé directeur de création dans Periscope à l'ISG. Mais je ne prenais pas des cours de création à l'ISG. Je faisais de la gestion, du marketing et de la finance. Et j'y comprenais que dalle. Donc, je me suis improvisé directeur de création parce que j'aimais la création. Je me dis, si je veux faire de la pub, il faut que je sois créatif. Donc, il y a marqué directeur de création et j'ai appris le métier sur le tas. Bien sûr. Donc, ça, c'est un passage à l'acte. Et avec Jacques, pareil. Et ce jour-là, j'ai appris que, finalement, il faut être en dehors du cadre en permanence. Une vanne, un petit mot d'esprit comme ça, une petite vanne à la con avec toi, tonton laisse pas béton, devient un slogan qui est dans les livres d'histoire. Et là, je me dis, waouh, d'abord, coup d'humilité terrible. Puis de dire, c'est bien de réfléchir, mais le plus important, c'est réfléchir, agir, proposer. Réfléchir, agir, proposer. C'est ça la dialectique. C'est un passage à l'acte permanent. Vous savez, il y a des gens qui sont très cérébraux, qui réfléchissent très bien, une grande intelligence, mais ils se prennent souvent les pieds dans leur intelligence. Oui. Et des fois, ne passent même jamais à l'acte. Et ils passent jamais à l'acte. Et toute leur vie, c'est cette frustration. Moi, je préfère agir, quitte à faire mal, tomber, faire des conneries, en dire. Ramasser. J'espère on a bien retenu. Ramasser quelque chose toujours, parce que quand on tombe, ce qu'on ramasse, ça vous permet de continuer et d'y croire en permanence. C'est que je suis un éternel, optimiste, enthousiaste, si on doit me définir, je suis toujours optimiste. C'est pourquoi je vous ai choisi pour cette première. J'avais besoin de cet optimisme pour débuter parce que ça sera aussi le fil rouge. J'avais inventé le syndrome du fusillé. C'est quoi le syndrome du fusillé? On est au Mont Valérien, il y a 6 personnes qui
vous pointe en joue. Je crois que si ça m'arrive un jour, je serai absolument convaincu que les 6 fusils vont s'enrayer en même temps. C'est ça, c'est ça le syndrome du fusillé. C'est de toujours y croire en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je peux vous dire que ça ne m'est pas arrivé de cette façon-là, mais j'ai eu de gros problèmes et de santé. J'ai failli y passer plusieurs fois, mais je crois que c'est le mental, ce mental-là positif, qui fait qu'à un moment, quand vous mettez de l'enthousiasme et de l'énergie positive, les choses s'infléchissent souvent en votre faveur. Une forme de méthode Coué qui permet aussi d'être sans se la raconter ou de trop en dire, mais de permettre d'être dans cette énergie extrêmement positive qui vous permet aussi d'oser devenir qui vous êtes en passant à l'acte. Oui, c'est vrai, parce que quand je vois même le logo et se met en nouvelle énergie, en fait, la nouvelle énergie, elle est inépuisable, en fait. En fait, on ne se rend pas compte que c'est pas seulement un don, l'énergie. C'est même pas une dette, c'est quelque chose qui se régénère en permanence. Une ressource. C'est une ressource permanente qui part de quoi? De la volonté, de la vision et de l'engagement. Et c'est vrai que quand on est engagé, on se dit, mais il y a des gens, ils vous le disent parfois, mais comment tu fais? Tu as dormi 2 heures depuis 2 mois, etc. Mais parce qu'on est tellement heureux, on kiffe tellement ce projet dans lequel on est, cette action, quelle qu'elle soit, politique, entrepreneuriale, créative, que l'énergie, elle vient de l'action. Donc la nouvelle énergie vient de l'action. Donc le passage à l'acte crée une nouvelle énergie qui crée... Et c'est un puits sans fond et sans fin, puisque, encore une fois, l'énergie appartient à ceux qui mettent justement cet enthousiasme et cet engagement au profit d'une cause, d'une vision, d'une envie, d'un projet pour la France, d'un projet pour chez soi, d'un projet pour ses enfants, d'un projet pour sa famille. Et quel que soit le projet, tout est en valeur absolue. C'est comme ça qu'on crée cette nouvelle énergie. C'est vrai que ce que j'aime bien dans et d'ailleurs que David incarne très bien, c'est que ça correspond pour moi à quelque chose qu'on a tendance à oublier. On est tous dans des cases, on pense qu'on est prédestiné, qu'on a une voix, qu'on a une forme d'intelligence, qu'on a une forme de relation, qu'on a une vie. Penser qu'on n'a qu'une vie dans sa vie, déjà, c'est ne rien comprendre à la vie. Et finalement, de dire nouvelle énergie, pour montrer que quelque chose se régénère en permanence, et de dire qu'il suffit de décider pour que les choses se passent. Ça peut paraître un peu gourou, vous savez, qui fait des... Mais c'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, dans les hauts, dans les bas, à chaque fois, le rebond, il se fait par cette prise de décision qui provoque une action qui efface des décrets, efface des choses toutes faites, supprime toutes les cases dans lesquelles on veut vous mettre. Et c'est que dans toutes les conférences que j'ai pu faire depuis longtemps, 60 ans, enfin, ressenti 40 à peine, j'ai à peine, TTC, il faut mettre cette énergie en avant pour montrer que c'est pas juste un truc comme ça qui vient de nulle part, comme les émotions. L'émotion, c'est quelque chose de très physique, quelque chose de totalement palpable. Comme la politique. Qu'est-ce que c'est Comme physique? la politique. Mais la politique, c'est un mélange des deux. C'est un mélange d'abord de physique, parce que on s'engage corps et âme et plus. Complètement. Corps, âme et plus. Et puis on engage soi, son parti, ses proches. Tout le monde est en politique. On ne peut pas être un peu dedans, un peu dedans. On y va, sinon on n'y va pas. 100%. Sinon, on n'y va pas. Quel qu'il soit. Et quelle que soit la taille de l'engagement, si vous êtes en politique, on est à fond. Un maire d'une petite commune qui, pour la première fois, devient maire, se rend compte à quel point il y a un engagement qui dépasse et qui transcende le reste. C'est le métier, d'ailleurs. Le métier le plus difficile en politique, d'ailleurs, il n'y en a qu'un de vrai métier, c'est maire. Et je ne dis pas ça que pour David, je dis ça pour tous les 36 000... En tous les cas, c'est le praticien du quotidien, comme il le dit, effectivement. Et pourquoi c'est l'homme politique préféré des Français, même si depuis quelque temps... Parce que lui, son passage à l'acte, en fait, c'est tous les jours, 50 fois par jour. Il ne peut pas tricher. Non. Quand il voit des administrés qui tous les jours viennent pleurer, viennent machin, viennent dire ceci, ça, comme on parlait même de Cannes à l'époque, il y a 20% de pauvres à Cannes, personne ne le sait. Non. Personne ne le sait. Donc, encore une fois, l'humilité que pousse cette fonction, ce métier de maire, il y a très peu de politiques qui le connaissent. C'est pour ça que je dis que la case obligée, et ça c'est pour moi quelque chose qui devrait être même constitutionnel, on ne peut pas devenir un homme politique tant qu'on n'est pas passé par la case maire. Ce jour-là... Par l'action du terrain. Mais parce que comment on peut parler au nom des Français alors qu'on ne sait pas ce qui se passe à 2 mètres de chez soi? Mais comment c'est la réalité du quotidien. De la vérité, de la difficulté, et surtout des enjeux. Et on fait quoi maintenant pour trouver des solutions? Un maire qui ne trouve pas de solution, il dégage. On est d'accord. Tout de suite. Et le maire qui est élu, plus de 50%, qui est élu au premier tour, qui est là depuis 3 ou 4 mandats, c'est un maire qui ne fait qu'agir, qui ne fait que passer à l'acte. Donc encore une fois, il se réinvente en permanence. Moi, je vois des maires qui ont 84 balais, plein. Et on me dit, mais c'est bizarre, mais pourquoi? Parce qu'ils agissent en permanence. Tout le temps. Il n'y a qu'en étant maire qu'on peut être homme politique très vieux.
Parce qu'on n'est pas vieux finalement, on est âgé, c'est complètement différent. Acte 3, le déclic. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte un Séguéla au bout de 13 ans pour monter un 1er avril, ça ne m'étonne pas du tout de vous, Franck, Hémisphère droit. Alors, Et pourquoi Hémisphère droit? alors c'est un déclic obligé, parce qu'à un moment, quand on est libre, Ouais. quand on se dit libre, parce que libre, vous savez, libre de quoi, par rapport à qui, par rapport à quoi, c'est compliqué. Moi, je dis pas libre, je dis indépendant. Mhm. Et quand on est indépendant, et moi je suis un indépendant forcené depuis tout petit, parce que, Il y en a un autre qui est Non. indépendant. oui, C'est un David Lissard. absolument. Moi, mes parents pourraient vous le dire, enfin, ma maman, heureusement, j'étais un gentil garçon, mais vaut mieux parce que personne ne peut me dire quoi faire, quand faire, etc. Mais personne. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Jacques Séguéla, parce que c'était pas mon patron, Jacques. Encore aujourd'hui. J'ai jamais eu de patron de ma vie parce que j'étais avec Jacques. Jacques m'a toujours protégé. Sinon, j'aurais été viré de 250 En fait, fois. il vous a appris. Il voulait tous me virer parce que, comme j'étais en plus très proche de Jacques, que malheureusement, ça marchait bien, donc c'était de la jalousie, c'était mal. Mais Jacques, c'était pas un patron, c'était mon père spirituel, c'était mon mentor, c'était mon maître à penser, c'était mon souffle. Et Puis surtout, pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas Jacques Séguéla, c'est bien. Moi, je peux en parler parce que j'ai passé tellement d'heures avec lui, de jours et d'années. C'est quelqu'un qui jamais n'a imposé une seule idée à quiconque était dans son agence. Il faut me croire, il était directeur de création et c'était le meilleur chef d'orchestre, le meilleur grand cuisinier, le meilleur catalyseur, le meilleur moteur pour faire de vous un grand créatif. Parfois, on rentrait avec ses idées et on partait avec une idée, une étincelle qui venait pas de Jacques, mais vous avez mis en situation pour que ça. tirer le meilleur de vous. Et parfois même, lui, il avait une idée. Il dit, voilà, j'ai une idée sur tel. Il suffit que quelqu'un, stagiaire, dit, ah, je crois que j'ai une meilleure idée. Formidable! Jamais il n'a imposé une idée. La chance. Mais c'est une chose parce qu'en fait, lui, c'est un don, la créativité. C'est un don. Pour lui, il a un don de soi pour les autres. Et en fait, il provoque la créativité chez les autres, ce qui fait que, on est meilleur. Et donc, au contact de Jacques, même quand vous arrivez avec rien du tout, le tonton laisse pas béton, je vous dis, j'aurais jamais trouvé ça s'il n'y avait pas eu Jacques. Parce que je savais qu'il était capable d'entendre, d'adhérer, d'accepter. Et parfois, pas du tout. Parfois, on avait des idées extraordinaires. C'est de la merde. Mais on s'engueulait, mais après, il oubliait. Et il me disait, tu trouves que c'est bien, vas-y. Donc, une confiance de dingue. Donc, lui aussi provoquait le passage à l'acte. Parce que Par la confiance aussi, par la confiance. mise dans les équipes. Et à un moment, c'était pas à cause de Jacques du tout, mais l'environnement pour moi était insupportable. Parce que j'étais un petit peu seul contre tous. D'abord, j'étais le seul qui n'était pas en team, mais j'avais plusieurs teams. C'est en général, on est un rédacteur. Moi, j'étais rédacteur. Vous étiez un directeur artistique toute votre vie. Moi, j'avais 3 ou 4 directeurs artistiques. Donc, j'étais un petit peu directeur de création, chef d'équipe, chef de groupe. J'étais surtout Franck. Et je travaillais en solo. Et il n'y avait que Jacques qui pouvait me dire go, etc. Ouais. Il me disait jamais non. Donc j'étais vraiment libre et indépendant. Sauf que, à un moment, dans un système, et dans différentes agences, à un moment, ça ne marchait pas parce que j'étais face à des managers qui on avait marre que je passe au-dessus d'eux. Bien sûr. J'étais médiatisé tous les jours. J'étais machin. Les clients m'appelaient en direct. C'est un peu traditionnel, quoi, qu'on dit. La jalousie, l'ego. Vous savez très bien que dans certains domaines, l'ego est plus gros que le cerveau. Donc moi, j'avais pas du tout un ego plus gros que le cerveau. J'avais juste une envie supérieure. J'ai une grosse personnalité, mais contrairement à ce qu'on pense, si j'avais de l'ego, je ne serais pas là, je n'aurais pas fait ce métier-là et je n'aurais pas poussé autant de créatifs. Mais c'est différent. Avoir une vraie volonté, avoir de l'ego. L'ego, on en a besoin à un moment donné. À un moment, il est contre-productif. En revanche, non, j'avais besoin, moi, de m'affirmer. Et de dire Et d'être à Jacques, encore plus libre. plus libre, plus indépendant, tout en restant chez RSCG. Parce qu'en fait, au démarrage, quand j'ai créé mon agence, parce que Jacques me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux créer mon agence. Mais je veux sortir du local, donc sortir du cadre en permanence. Tout le monde était dans un immeuble à Levallois. Non, moi, je voulais être ailleurs. Il me dit, mais tu peux te créer ta filiale ici? Non, je veux être dehors. On me dit, au bout, là, il y a à l'île de la Jatte, c'est une histoire de fou. Il y a une filiale à nous, alors une filiale, mais oubliée, qui s'appelle Rive Gauche. C'est important, vous allez voir pourquoi. Tenue par une nana extraordinaire, Corinne Pinocelli, paix à son âme, qui est disparue malheureusement pendant le Covid. Et qui était, moi, que je connaissais, pourquoi? Parce que je faisais beaucoup de musique. J'avais un groupe de rock qui s'appelait Rocco et ses repoussoirs. Et je faisais plein de fêtes à RSCG. Et c'était la groupie numéro 1, était tout le temps là, danser, foutre une ambiance. Bon état d'esprit. Ah non, mais une fêtarde extraordinaire. Et on me dit, voilà, elle cherche quelqu'un en création parce que c'est une agence de 3-4 personnes. Enfin, c'est une coquille quasi vide. Elle avait des beaux budgets, elle avait des budgets d'édition, etc. Mais je vais la voir. Je dis, Coco,
ça te dirait qu'on fasse un truc ensemble? Mais ah bon? Pour elle, c'était pas possible. Pour elle, je dois aller dans des grandes agences, etc. Moi, je n'ai rien à faire de ça. On m'a proposé, mais faut voir. Je m'en fous. Et de l'argent, mais c'est pas ce qui m'anime. Je lui dis, mais non, mais comme elle était dingue, avec une énergie de dingue, je lui dis, mais viens, on crée une agence, mais un truc qui n'a jamais été fait. Elle me dit, ok, mais en une seconde. J'avais pas d'idée, j'avais rien, j'étais encore chez RSI. Donc tous les jours, on se voyait, c'était au mois de mars, je me rappelle. Et là, il me vient le truc, je dis, ouais, je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc pour complètement débroussailler la créativité, pour pousser justement le passage à l'acte créatif. On va dire quoi aux gens? Il faut sortir du cadre. Penser en dehors du cadre, out of the box. Et là, il se passe un truc de dingue. Franck Dubosc, qui est un de mes grands amis depuis longtemps, vient me voir, parce qu'il est au courant, je l'ai fait tourner quelques pubs, et il me dit, ah, mais Jeannot, il paraît que tu as monté ton... Je lui dis, bah, viens me voir, parce que je suis en train de la monter. Il vient me voir, je m'appelle l'après-midi. Il était avec un autre mec qui s'appelle Jacques Mestre. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? L'autre était metteur en scène. Et là, il me dit, on sort du concours d'éloquence des avocats de Paris. Je dis, comment ça? Il dit, oui, on donne des cours pour pousser les avocats à sortir du cadre et développer leur hémisphère droit. Et là, déclic, je lui dis, mais raconte-moi. Il me raconte ce que je connaissais, mais c'était parce que je m'intéresse toujours au cerveau, à la biologie, à l'ADN depuis des années. Il me dit, voilà. Scientifique. Voilà, exactement. J'ai toujours mis, vous allez voir, des sciences dans tout ce que j'ai fait. Tout le temps. Tout le temps. Il me dit, voilà, l'hémisphère droit. Je dis, oui, la créativité, l'imaginaire, par rapport au gauche, le rationnel, donc émotionnel. Il me dit, nous, on donne des cours pour les plaidoiries, pour faire le concours d'éloquence, sortir du cadre. Et il me sort toute la vision que j'avais. Sauf que je n'arrivais pas à mettre un nom sur cette agence. J'avais des noms pourris. C'est vrai que d'ailleurs, je n'arrivais pas à la lancer. Et il me parle de ça pendant une demi-heure. Ils me font une démonstration à hurler de rire. Ils s'en vont. Et je dis à Corinne, j'ai trouvé le nom de l'agence, on va t'appeler Hémisphère droit. Elle dit, mais c'est possible, c'est pas un nom d'agence. Justement, c'est pas un nom d'agence, mais ça a du sens. Je monte le truc en 3 secondes. Une directrice artistique me fait un petit zigouigoui, là, magenta. Et ces couleurs-là, d'ailleurs. Magenta 100, avec marqué Hémisphère droit en écriture d'enfant. Elle me dit pourquoi? Parce que d'abord, hémisphère droit, c'est plus féminin. Il faut savoir que l'hémisphère droit est très développé chez les femmes, l'imaginaire, etc. Donc, on appelle ça d'ailleurs l'hémisphère féminin. Moi, ça m'allait très bien parce que j'assume à mort ma sensibilité féminine. Rose, magenta en plus, 100%. À l'époque, un peu machiste de la pub et tout. Écrit en rose, magenta, avec une écriture d'enfant. Et j'ai dit, on va lancer ça. Hémisphère droit, l'agence qui réveille l'hémisphère droit des marques. On monte les trucs en quelques minutes. Et puis, c'était la veille du 1er avril. Et j'ai dit, on va lancer ça le 1er avril. Alors, ouais, bientôt, Franck, t'as fait trop de canulars, trop de machins. Ils vont croire que c'est une blague. J'ai dit, justement, ils vont croire que c'est une blague, mais ça n'en est pas une. Et j'appelle le Figaro. Et le 1er avril au matin, Franck Tapiro, comme Beyoncé, il lance Hémisphère droit, l'agence qui réveille l'hémisphère droit des marques. Scandale dans le monde de la pub. Scandale chez RSCG qui me dit, oui, c'est un scandale. On t'a fait confiance pour monter ta filiale, tu nous sors un nom pourri. C'est nul. Annule ce nom. Donc j'aurais dit, ok, je vous envoie un fax, lettre de démission. Et moi, je ne bluffe jamais, je ne sais pas ce que c'est que bluffer. Mais je préviens, je ne menace pas. Il dit, mais c'est quoi ces lettres de démission? Je dis, vous me demandez de changer le nom de ma marque, plutôt crever, donc je démissionne. Ça a duré 10 minutes de négociation. Il m'a dit, ok, c'est bon. Donc je l'ai fait comme ça, un peu au bras de fer. Ils s'en souviennent tous, mais on est restés amis. Pourquoi? Parce que ça a bien réussi. Et quand on a appris, ils étaient contents de dire, nous avons initié Hémisphère droit. J'aurais laissé pour la lumière, tu sais. On a fait confiance complètement au nouveau projet dans cette capacité d'agir et d'oser devenir qui on est. Oh, les Français ont vraiment une particulière tendance à voler au secours de la victoire. Hein, surtout quand on n'y a pas cru. Donc, mais c'était pas grave. Donc le déclic, il a été là, c'est de se dire, on déclenche, je crée l'agence, on le lance le 1er avril, on s'appelle Hémisphère droit. Les gens vont me dire, le 2 avril, c'est l'agence audio mi-cerveau, l'agence qui réfléchit à moitié. J'ai dit, mais c'est... Donc tout le monde était effondré à l'agence. J'ai dit, mais c'est une chance. Vous vous rendez compte que nos adversaires, on est 3 dans l'agence, nos futurs adversaires nous critiquent déjà. Donc ils ont fait notre pub. Donc finalement, on a provoqué ce truc-là. Et au lieu d'avoir des inimitiés, qu'on ne parle pas de nous, tout le monde a parlé de nous. On a créé le buzz avant le buzz. Donc en fait, le 2 avril, toute la France de la publicité et des annonceurs nous connaissait, nous regardait avec des yeux comme ça. Alors évidemment, moi j'aime pas faire les effets d'annonce. Parce que je pense, et d'ailleurs ça devrait servir beaucoup de politiques, mais je sais que David Isler n'est pas comme ça. Pas que de la com pour la com. Il faut faire d'abord et annoncer ensuite. La communication. Le credo de David Isler. Exactement, avec Franck Louvrier et Nicolas Sarkozy, avec qui j'ai travaillé des années, on disait que la communication politique, c'est le passeport pour l'action politique. C'est-à-dire qu'en gros, on communique une fois qu'on a d'abord décidé et agi. Si on n'a pas d'acte,
si on communique, ça devient n'importe quoi. Et in fine, c'est ça qui creuse la tombe des politiques aujourd'hui. Il faut que ce soit une politique d'acte. C'est très important. Donc en fait, nous, on a acté très vite avec Hémisphère droit qu'il fallait vite montrer quelque chose. Et en quelques jours, on a préparé un petit peu de temps avant. Donc le 1er avril, on lance. Et début mai, on a eu la chance de sortir la campagne qui a fait de nous, on a fait le tour du monde avec ça. C'est la pub Sharp avec Eric Cantona, qui est précis, pointu, affûté. Il fait moi avec les sardines, un film de 2 minutes 30 complètement dingue. Et c'était la première création de l'agence. Parce qu'en fait, je voulais pas faire d'interview sur c'est quoi Hémisphère droit, alors raconte ce que tu vas faire. Non. J'ai dit, attendez. Donc on a fait un énorme coup le 1er avril, comme un 1er avril finalement. Mais il y en a qui ont créé une blague. Hein. Il y en a comme vous, mais jusqu'où. Et j'ai dit, la révélation, c'est le jour où Sharp va sortir. Et Sharp, en plus, est sorti avec Eric Cantona, Sharp sur la poitrine, qui sortait quand? Le soir du premier match de l'équipe de France, pendant l'Euro 96 en Angleterre, où il jouait à Manchester, qui était le club d'Eric, sans Eric Cantona, qui n'avait pas été sélectionné. Et donc, quand j'ai annoncé que le film sortait ce soir-là, j'ai dit quoi? Cantona vous attend ce soir à 20h30. Mais à 20h30, c'était le match. Et c'était en fait le spot. Tout le monde a regardé. On a battu là encore de l'histoire des médias. Parce que les gens se disent, oh, la surprise, Aimé Jacquet va en fait faire jouer Eric sur son terrain contre la Tchécoslovaquie ou je ne sais plus quoi. Et donc, on a eu une audience monstrueuse, un record d'audience pour un film de 2 minutes 30. En fait, il y avait Eric Cantona qui arrive derrière. Qui arrive derrière avec un char précis, pointu, affûté. Et juste après, il y avait le match de l'équipe de France. Donc, en fait, il y a même des gens pendant le commentaire du match qui ont dit « Ah là là, bon, Eric n'est pas là. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. » Et la pub a eu une répercussion mondiale. Dans le monde entier, tout le monde l'a, parce que c'était un ovni. 2 minutes 30 avec Cantona, les mouettes, les sardines, le chalutier, qui a été reprise d'ailleurs dans la nouvelle pub Nike. On voit un moment Eric sur son chalutier marqué « Au revoir ». Et ça, c'est un clin d'œil à la pub qu'on avait faite d'Hémisphère droit. Donc c'est vrai que ça, c'était un passage à l'acte en disant jamais annoncer quelque chose tant qu'on n'a pas agi. Donc, on n'a pas fait. Il fallait quelque chose sur outstanding parce qu'on était attendu comme ça. Comme le fusilier dont je vous parlais tout à l'heure. Le métier nous attendait. Quand Sharp est sorti, c'était un ovni. C'était même pas une pub, elle faisait 2 minutes 30. C'était un contenu. On va dire, comme on dit aujourd'hui dans le monde digital. C'était un contenu, voilà. Et à propos de contenu et de contenant, attention, on va parler d'énergie. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un Franck Tapiro, qui donc est le patron des marques, puisque c'est ce qu'on devient quand on est en capacité d'être tellement dans la création que la marque après a besoin de vous, et l'impression que même c'est vous qui remontez son identité. Qu'est-ce qui fait qu'on devient, dans ce passage à l'acte, le conseiller de Nicolas Sarkozy? Alors en fait, c'est une histoire ancienne, puisque moi je suis né à Neuilly. J'ai étudié toute ma scolarité à Neuilly-sur-Seine. Je suis un enfant de Neuilly. Et j'ai créé le rugby club de Neuilly, avec mon frère et 2 amis. En 1987, on va fêter les 40 ans du club. Et je me rappelle... C'est toujours très drôle parce que j'avais déjà créé parce que je passe mon temps à créer sur des entreprises, des marques, des campagnes. Bon. C'est dans mon ADN. Et en fait, on joue au rugby dans d'autres clubs, au Racing, au Stade Français, au Massif Central. Et c'est dommage parce qu'à Neuilly, il y avait un réservoir de joueurs incroyable. Mais il n'y a jamais eu de club de rugby à Neuilly. Pourquoi? Il n'y a pas de terrain. Donc, ce qui semble être une bonne raison. Voilà, il y a un terrain de foot stabilisé. Sauf pour Franck Tapiro. Et Bagatelle à Paris 16e, qui est entre Neuilly et Paris. Donc je vais voir Sarko, que je connaissais en tant que maire. Je dis voilà, mon frère, mon pote, François Duroux. On est en quelle année là, à peu près? 87. 87, ok. François Duroux, Michael Tapiro, mon frère. Dans le bureau, je dis voilà, on veut créer un club, voilà les statuts, les machins, là. Il me dit mais encore, mais je comprends pas. Tu t'obstines à vouloir créer un club dans la seule ville de France qui n'a pas de terrain de rugby. Et je te préviens, c'est pas demain la veille qu'on va en créer un. Je dis, écoute, ça tombe bien, j'aime bien l'émission Impossible, donc parce que tu me dis de ne pas le faire, je vais le faire. Alors, il nous a aidés. On a obtenu une dérogation pour jouer à Bagatelle. On est le seul club boat people du monde. Je dis bien, on va peut-être entrer l'an prochain au Guinness Book des records, parce qu'en 40 ans, on est la seule équipe du monde qui n'a jamais joué un match de toutes ces équipes. Il y a 350 licenciés à Neuilly, dans sa ville. La moindre ville paumée en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud, ils ont un terrain chez eux. Nous, on n'a jamais en 40 ans joué. Et mon pari, je t'en parle aujourd'hui, c'est que pour le 40e anniversaire, on va sûrement y arriver. Ça, c'est un petit teasing. Je me bats pour ça. Tu connais.
Le passage à l'acte. Le passage à l'acte. Encore. Encore. Donc, Nicolas Sarkozy, je le connais depuis ce moment-là. Ensuite, derrière, on s'est toujours suivi. Parce que j'ai annoncé devant Témoin le 1er janvier 86. Je faisais le gala pour mon agence Periscope. Et Séguéla en était le parrain. Le deuxième parrain, c'était Nicolas Sarkozy. Et on a fait un gala donc, le 9 janvier. 9 janvier 86, Théâtre de Neuilly. Et donc, 1500 étudiants. Ça s'appelait la Pub Generation de demain. C'est drôle parce que c'était 2 ans avant Génération Mitterrand, mais j'avais déjà utilisé Pub Generation de demain. J'ai encore l'affiche. Et Nicolas était là avec Jacques, donc mes 2 parrains. C'était quand même pire dans la vie. Et je les présente, puisque c'est quand même évidemment réputation. Et je dis à Jacques, mais tu sais, je présente le futur président de la République. Et Jacques éclate de rire, Nicolas aussi. Et je leur dis à tous les deux, mais je suis très sérieux. Et ça les a marqués. D'ailleurs, c'était dans un article il n'y a pas très longtemps où même Brice Hortefeux en parlait. J'ai été convaincu, j'ai vu Nicolas Sarkozy, qui serait président de la République depuis 86. Et ça n'a jamais arrêté. Comme d'ailleurs, j'ai été convaincu quand j'ai vu Emmanuel Macron en fin 2015. Et comme je suis absolument convaincu que David Lisnard sera le prochain président. Mais ça, donc, j'y peux rien, c'est comme ça, mais j'ai des convictions. On va voir ensemble qu'il y a un gros passage à l'acte de plein de gens qui me regardent aujourd'hui et c'est assez formidable. On a vraiment un élan qui, depuis quelques mois, et fait un bien fou en fait. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou de voir. Et quand Nicolas Sarkozy, quand on a commencé à formuler ça, vous savez, vous formulez, c'est ça le passage à l'acte aussi, c'est de la formulation. Oui. Parce que les gens ont besoin de dire. Formuler, vous savez, on parle de quel genre de croyance, votre foi, parlez à l'univers. L'univers vous renvoie. Quand on formule, on a une pensée créatrice. On a une parole créatrice. Les gens disent à quoi ça sert de prier. Prier, c'est demander. Mais demander, c'est provoquer. Eh bien, ouais, quand je dis tu vas être président, il se moquait de moi. Hein, mais ça lui restait là, puis là, et puis un jour, c'était là. Et un jour, c'était là parce qu'il disait qu'il y pensait le matin en se rasant. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, ouais, Nicolas Sarkozy, on ne s'est jamais lâché. Et après, 95, il fait le mauvais choix avec Balladur. J'ai eu beau lui hurler dessus, c'est même sur une vidéo. Je lui ai dit, mais Balladur ne sera jamais président. Et lui a été convaincu. Il a fait ce mauvais choix. Je ne l'ai pas lâché. Parce qu'il a eu une traversée, non pas du désert, mais du bac à sable. Hein. On aime bien parler de traversée du désert, ça a duré quelques semaines, quelques mois. C'est vrai que ça a été compliqué pour lui. On lui crachait dessus physiquement quand même, en RPR. Hein. Crachait dessus. Oui, parce qu'on parle en fait aujourd'hui du côté extrêmement dur, clivant, difficile avec les réseaux sociaux, l'algorithme, etc., de la violence. Mais enfin, la violence en politique. Oublie mais bien sûr. Ces années où c'était d'une violence monstrueuse. À tous les niveaux. Monstrueuse. Et là, je n'ai jamais lâché. Je vais le voir le matin, Maurice était un peu seul. Et puis, j'ai toujours cru en lui. Et puis, 96, il me dit, voilà, tiens, je suis au RPR. Philippe Seguin veut te parler parce qu'il veut sortir une campagne. Et donc, je suis reçu par Franck Louvrier, qui était... il bossait dans le cabinet de Philippe Seguin. Et Philippe me dit, je veux faire une campagne pour fidéliser les gens au RPR, pour réveiller un peu tout ça. Il était un peu déprimé. Et je l'aimais, cet homme, parce qu'il avait cette brillance d'esprit, ce caractère, cette volonté. C'était un homme hors norme. Hors norme. Il aurait pu être acteur du théâtre aussi avec sa voix de stentor. Et en même temps profondément dépressif. Je le sentais maniaco-dépressif. Comme les Français, hein. On est les meilleurs en haut et les pires en bas. La l'aspérité. Voilà. Et je reviens voir quelques jours après. Campagne. C'était un projet où j'avais pris le Astérix, quand ils se battent à la fin, les bastons de tout le village. Et j'avais mis en énorme, vous en avez marre d'avoir la droite la plus bête du monde? Ça tombe bien, nous aussi. Signé RPR, adhéro RPR pour les jeunes. Il voit ça, il éclate de rire, mais il est en fou rire. Il me prend, il fait, tu es la meilleure nouvelle de ma journée. Il me fait la collade, Nicolas adore, Franck adore. Il me dit, on va les présenter ce samedi. Aux jeunes, on fait un grand truc au Palais des Congrès, mais c'était privé, quoi. Il y avait quand même quelques milliers de personnes. Et là, catastrophe, il monte le projet l'affiche, et là, il y a quelqu'un qui est devenu un ami, Laurent Guimier, qui est à Europe 1, qui est là, pouf, qui prend la photo, et le lundi matin, il appelle Uderzo en disant « Alors, vous avez vu la nouvelle campagne du RPR ?» Quelle nouvelle campagne du RPR? Ben oui, ils ont récupéré les Gaulois. Mais c'était un projet. Il a fait croire à Uderzo que ça allait sortir dans la France. Un peu partout, en fait. Et là, gros foutoir avec Uderzo, qui est un ami de Sarkozy. Sarkozy m'appelle, il fait, bon, tu as encore foutu la merde. Je sais pas. Alors qu'il avait applaudi devant. Alors, on va aller le voir. Et là, on va voir Uderzo et Sarko, qui est le plus grand en transactionnel. Vous savez, c'est un génie, mais qui a un talent de dingue, même s'il a malheureusement des défauts aussi forts que ses qualités. Mais c'est ce qui fait sa différence. Mais comment il a
il a expliqué quoi, Uderzo, que c'était un projet, que c'était toute ma faute. Mais j'étais là pour me faire taper dessus. J'ai joué le rôle. Alors j'étais vraiment comme ça, avec la tête baissée à la droupie, en disant je suis désolé. Et il a convaincu Uderzo de nous refaire d'autres dessins, d'autres Gaulois, pour qu'on puisse sortir la campagne. Puisse se sortir. Et on est arrivé, et là, ça fait un carton incroyable. Donc c'est avec Sarko après. La campagne est arrivée, campagne présidentielle. Je lui ai dit, rappelle-toi ce que je dis dans 86. Et j'étais dans l'équipe non officielle, puisque je n'ai jamais facturé quoi que ce soit. J'étais donc totalement indépendant et libre. Et c'est grâce à ce statut de liberté que j'ai pu faire tout ça. Donc j'étais tous les jours à la télé, j'étais son porte-parole non officiel. Donc j'étais même le soir des élections, puisque je n'étais pas dans le temps de campagne. J'étais un ami de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas une facture. Et je l'avais décidé, non pas seulement pour l'aider aussi, pour faire moins de frais, mais pour dire, tu vas avoir besoin de quelqu'un de totalement indépendant. Et je veux prendre ce rôle-là. Alors je m'en suis pris plein la gueule, vous imaginez. Le Karcher, j'arrivais avec un Karcher et le mode d'emploi du Karcher sur les plateaux pour expliquer pourquoi. C'est l'eau du Karcher. Ben voilà, l'eau du Karcher, c'était, voilà, on vidait pour expliquer que le Karcher, c'était un laser, que justement, on faisait pas de la généralisation dans les banlieues, on visait ceux qui foutaient la merde pour protéger les autres. On a réussi. Après, j'avais parlé de satchérisation, ça m'avait voulu les foudres de Jean-Louis Bianco. Et j'ai défendu à Nicolas, et un jour, je vais le voir, donc c'est en 2006, il me dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour relancer les adhésions à au RPR, UMP, ça a eu basculé. Et là, je lui propose un truc, je lui dis, écoute, on va pas faire une campagne d'adhésion, on va faire un vrai projet politique. Et j'arrive avec une phrase, juste une phrase, sur un fond bleu, avec une page qui se tourne. Et c'était, imaginons la France d'après. Et là, je me rappelle Imaginons la France d'après. Le choc dans le bureau, il y avait Cécilia, plein d'autres que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtront. Et Nicolas, très calme, contrairement à ce qu'on pense, quand il me recevait, parce que moi j'étais fou du roi. Et fou du roi, c'est pas un mec qui est fou, c'est le seul qui a le droit de parler au monarque sans se faire décapiter, ou de tout lui dire. Et c'était le rôle. Je lui ai dit, écoute, tu ne me payes pas, donc ou je viens, je te dis tout, ou alors je ne viens plus. Donc je lui disais tout, et il a joué le jeu, tout le temps. Et il était en face de moi, toujours très calme, contrairement à ce qu'on pense, et qui était pas du tout. Très calme, serein, déterminé. C'est 3 mots les plus importants pour devenir président. Il me regarde, il me fait pas. Il hausse mon épaule. Quand il est lundi, il me fait samedi matin, à Gaveau, comme tous les samedis, on reçoit les nouveaux adhérents de 10h à midi. Il me faut le clip, la campagne, le machin. Je suis OK. Je rentre, je dis bon les gars. Et là, j'ai fait. La capacité d'agir va devoir être rapide. Voilà, j'ai écrit tout le discours. Tout le discours. Il a modifié, il a averti de mots. Ça durait quand même 1 minute et quelques, 1 minute 30. Mon frère Jonathan part à la recherche d'Image Bank. Il n'avait pas le temps de tourner. Image Bank, clip de droit, etc. On a acheté des droits. C'est la seule facture qu'on a fait au parti. Donc ça, c'était comptabilisé. Donc ça n'avait rien à voir, c'est de la prod. Et on fait ce montage incroyable. Et je dis au téléphone à Franck, ça ne me suffit pas. Il faut que ce soit la voix de Nicolas. Puis, mais on ne peut pas mettre la voix d'un candidat. Ça ne se faisait pas en France. Il n'y avait jamais la voix d'un candidat. Ça. Je dis, c'est la voix de Nicolas. Quand il peut, je crois que c'était le jeudi. Jeudi pour le samedi. Ouais. Jeudi, 15h. Et Nicolas, attention, c'est 15h. C'est pas 15h moins 1, 15h plus 1. C'est 15h pile. Et une énorme horloge, quand la petite trotteuse fait ting, la porte s'ouvre. Et là, Franck Louvrier, Laurent Soli, Nicolas Sarkozy qui débarquent dans un bureau à Beauvau, qu'on avait heureusement équipé avec, là, comme ça, avec un micro, double micro, perche. Le texte écrit en 3 exemplaires en grand. Fait bon, il arrive. Il faut qu'il mette la main tout de suite. Bon, c'est celui-là, ok. Et il commence à parler au bout de 1 seconde. Je fais, attends, on n'a même pas appuyé sur Rec pour enregistrer. Il fait, bon, vite. Il était comme ça, prêt. Je vais m'envoyer le texte à l'avance, évidemment. Et là, il commence, fait, depuis 35 ans, la France, et il bafouille. Premier mot. Je vais, continue. Il continue. Parfait. Il fait, bon, je change le début. Je t'avertis de 2 mots. 3, 4. Depuis 2 prises. 2 prises. 2 ou 3 minutes. Il fait bon, ça te va. Il se lève. Et là, il y a le perchman qui réagit et me dit t'es incroyable ce mec. Et là, Nicolas Sarkozy surtout, il fait non, monsieur, c'est un métier. Il sort, il était 15h04. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu sur la France d'après, les gens ont dit ouais, c'est vrai qu'on a travaillé non-stop pendant 5 jours. Et Nicolas Sarkozy, pour sa voix off, sa voix, il est rentré. 2 prises, un petit bafouillement au début, il est retourné. 2e prise, on a fait un petit montage, ça tombait pile. Et le samedi matin à 10h, on n'a pas dormi pendant 5 jours, on a diffusé sur écran géant, Imaginons la France d'après. Et là, quand je l'ai vu, lui, incarner la France d'après, quand je l'ai vu incarner le discours, pourtant je l'avais écrit
mais c'était son discours. Quand je l'ai vu vivre, sentir, et la salle, les Vibrer. gens en larmes, je me suis dit, bon, il était président, mais là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque Il chose. se passe donc, c'est aussi un passage à l'acte. C'est-à-dire que tout ça que je vous raconte, c'est des successions de passages à l'acte. C'est-à-dire que, à la base, la campagne, elle n'était pas prévue comme ça. Il voulait faire une campagne d'adhésion, adhérer à l'UMP, les jeunes à Jump, puis les jeunes UMP. Un truc hyper Et conventionnel. là, Imaginaire France Mhm. après, tout d'un coup, ça ouvrait tout. Et d'ailleurs, Fillon s'est mis dessus, il a écrit le projet. Non, mais bien sûr. Et donc, ça déclenche. Ce que je veux dire, c'est que le passage à l'acte, c'est un passage à l'acte, il est recyclé avec un S à la fin d'acte. Quand on passe au le premier acte, comme au théâtre, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, et ça en déclenche d'autres. Donc, ceux qui connaissent ce processus savent de quoi je parle. Les autres qui sont un peu, vous savez, en retrait, ou qui se disent « Ah, je vais faire ça, puis non, parce que ça peut ne pas marcher. Je vais peut-être essayer ça, et puis qui passent 3 mois pour dessiner un truc qui peut durer 2 secondes, et qui, in fine, ne le font pas. » Je dis « Risquez, tentez. » Parce que l'acte que vous allez faire, qu'il soit réussi ou pas, il va en créer tellement d'autres à côté. Il va provoquer tellement de choses, il va déclencher que vous allez vous sentir d'abord fier de ce que vous avez fait, heureux, et la nouvelle énergie que vous allez prendre, qui va venir en vous, va vous amener 10 000 projets, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça que je parle aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait prendre mes interviews quand j'avais 25 ans. Alors, par là, Pas très loin. mais je pense qu'au niveau de l'énergie, c'est pas très loin. Mais c'est un truc, et je me marre tout le temps. Parce que c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que au moment où je vous parle, j'ai des idées de campagne, des idées Il arrive de... le truc qui arrive. La nuit, Charlotte, ma femme, pourrait vous le dire. Des fois, je me réveille pour noter des Noter idées, des choses. des chansons que j'invente, que je compose la nuit. Merci à mes parents. Merci à l'au-delà de m'avoir permis de faire ça. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Parce que ce n'est pas un métier, ce n'est pas du travail. C'est un amusement. Et encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent « Ouais, non mais lui, il est né créatif. » C'est faux. Non, puis il y a du travail. C'est faux. Moi, je le sais, je vous connais, Franck. C'est faux. Et puis, en fait, c'est une prise de conscience. Mhm. C'est un pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle le what the fuckisme en anglais. C'est de se dire, bah, on ne sait jamais, ça peut marcher. Comme je dis, on n'est jamais à la bonne idée. T'as un Ça malentendu. entendu, ça peut Et marcher. on entend tel que ça peut pas. Même si on trébuche, même si on tombe, on Mhm. se relève, on ramasse, tel qu'on recommence. Et in fine, ça marche. Puis un truc qui marche, un truc qui va. Et après, c'est carton sur carton parce que il n'y a plus d'inhibition. Donc moi, c'est ce que j'aimerais que les gens qui nous écoutent Mhm. comprennent, c'est que décision, passage à l'acte, tout ça, oubliez. C'est dans le désordre qu'il faut le voir. Parfois, c'est un passage à l'acte qui peut vous pousser à décider. Parfois, c'est l'inverse, c'est vous hésitez, une grande hésitation, un doute, agissez, vous allez voir que le doute disparaît. En gros, l'action est la seule thérapie qui existe pour les gens qui doutent, les gens qui ont peur. Contrairement à ce qu'on dit, les gens qui ont peur, oh, ils osent jamais, c'est faux. C'est ce qu'on dit beaucoup avec David Lissard, c'est cette capacité d'agir qui vous rend libre. C'est ça, il fait aussi le credo de Nouvelle Énergie, donc important. Oui. L'acte 5, Franck, pour terminer. Votre passage à l'acte avec David Lissard. Pourquoi ? Comment ? Et qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai eu la chance de rencontrer David quand il était l'adjoint-maire premier adjoint de Bernard Brochant, qui est mon ami publicitaire, disparu, qui nous manque, etc. Enfin, qui est hors norme. Parce que dans la pub, j'ai eu quelques... Voilà, lui, Hervé Brossard, mon ami, qui est mort il y a très peu de temps aussi. Philippe Gaumont. Enfin, malheureusement, il y a beaucoup de grands qui ont disparu ces dernières années. C'est vrai que, heureusement, nous avons notre Yoda Sanyela qui est avec nous. Et Bernard, un jour, me dit, bon, viens me voir à Cannes, il faut que je te présente David. Et puis, il s'énerve tout de suite. Bon, il est formidable, mais il faut que tu le... J'ai dit, calme-toi, de quoi tu me parles là ? Et c'est extraordinaire avec Bernard, c'est il adorait David, évidemment. Et en même temps, comme avec moi, comme avec d'autres, dès qu'il vous aimait, il voulait me taper dessus pour qu'on avance, pour qu'on sorte de notre cadre, pour qu'on se développe, pour qu'on tente des choses, pour qu'on risque. Parce que il faut savoir, Bernard Brochant était un cerveau parfait. L'Institut Hardman, vous savez, qui étudie le cerveau des gens sur justement la capacité de passer de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Moi, c'est facile. Moi, j'avais un losange hémisphère droit qui dépassait le cas, donc j'étais foutu, parce que j'avais une ablation totale du gauche. Bernard est le seul cas au monde du carré parfait. Il est aussi émotionnel que rationnel, analytique, stratégique, etc. Et donc lui, il a vu le talent de David, avant tout le monde, puisqu'il m'a présenté, il le connaissait depuis longtemps. Il m'a dit, toi, tu peux l'aider, le challenger. Et il voulait que je challenge David, sauf qu'avec David, on s'est rencontrés la première fois, et ça a été un coup de cœur immédiat.
Et coup de cœur immédiat, comme ça. Parce que des fois, ça ne s'explique pas. C'est là. Donc c'est une grande rencontre avec David. C'est pas, je ne rencontrais pas le premier adjoint de Bernard. Tout d'un coup, je rencontrais David. Et donc je passe du temps avec David. J'appelle Bernard et je lui dis, mais tu sais, c'est bien, je comprends ce que tu m'as dit. Je sais pourquoi tu t'énerves comme ça. Parce qu'il ne t'écoute pas. Hein. C'est bien qu'il ne t'écoute pas. Il fait l'inverse de ce qu'il te demande. Hein. De ce que tu lui demandes. Mais c'est bien. Pourquoi? Eh bien, il agit comme un créatif. Il est en dehors du cadre. Il te challenge. Donc en fait, et puis c'est déjà l'incarnation de l'indépendance. Bien sûr, je ne vais pas l'aider à aller dans ton sens, mais exactement à continuer ce qu'il fait. Et c'est parce qu'il est en rupture, parce qu'il est différent, parce qu'il pense et parce qu'il a... Parce que c'est quoi la créativité? Mon vrai métier, vous allez le voir après la rentrée, je vais en faire même un métier, parce que j'ai une masterclass que je lance, je vais devenir créathérapeute. Et en fait, c'est quoi la créativité? J'apprends aux gens ce que c'est. Alors, je me dis, oui, c'est trouver des solutions, trouver des idées. Pas du tout. La première définition humaine de la créativité, vous savez ce que c'est? Penser par soi-même. Les grands créatifs sont d'abord des gens qui pensent par eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Qui font fi de tout ce qu'on leur raconte, toutes les influences, tous les carcans, toute même l'éducation parfois, ou certaines valeurs, ou certaines normes. Les normes, quand je dis ce mot normes, je vais entrer dans le débat des normes que combat David, mais que nous combattons tous. De faire fi de tout ça, de sortir du cadre pour garder sa pensée propre, son identité. Je pense, donc je suis, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tellement vrai. Je pense, donc je suis, donc je crée. Et je crée, donc je suis. Donc c'est une boucle tout ça. Et David, il avait ça. J'ai dit à Bernard, mais jamais au contraire, je vais le renforcer dans ce qu'il est, parce que ce qu'il est, c'est exactement ce qu'il faut. Quelqu'un qui vient te percuter. Vous avez le même état d'esprit, même vision que ça, mais ça, il est avec toi, il t'est obligé de l'avoir. Comme moi avec Jacques, où je suis jamais d'accord avec lui, mais on s'est jamais engueulé. Pourquoi? Parce que l'un respecte l'autre. Donc il faut que tu respectes sa différence, comme tu respectes la mienne. Donc moi, au contraire, je le poussais. Et donc, tout ce petit monde s'est super bien entendu, parce que David, évidemment, est resté comme il est. Dieu merci, c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Et mon conseil, je ne pouvais que le pousser et l'encourager là-dedans, parce que c'est un créatif en politique, David. Il y en a très peu. Il y a eu Sarko, il y a eu Macron à une époque. Macron a été un immense créatif en politique. Mais ça, c'était pendant sa campagne. Quand il est devenu président, malheureusement, ça arrive très souvent. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve, et c'est mon pari avec David, c'est que le créatif de la campagne soit encore plus créatif en tant que président. Pour l'instant, ça ne s'est pas vu. Le plus créatif, peut-être, ça a été Giscard, in fine. Oui. D'ailleurs, ça, on lui en a voulu, parce qu'il a été massacré, parce qu'il était trop en avance. Moi, je pense que David, aujourd'hui, et je pense que le prochain, c'est quelqu'un qui va être créatif pendant sa campagne, mais qui va d'abord être créatif quand il est président. Ça veut dire quoi? Pas parler, agir. Et parler une fois qu'on a agi. C'est s'engager sur des actes concrets, pas sur 150 000 trucs, mais sur un vrai combat, sur des actions. Parce qu'aujourd'hui, communiquer, Emmanuel Macron, pour communiquer, il est très fort. Et j'aurais aimé, moi, qu'il y ait un acte issu de ses paroles. Et j'étais le premier Macron-dolâtre. J'étais son premier porte-parole partout, dans tous les médias. Donc on voit la dérive, non pas du pouvoir, mais du vouloir. C'est une dérive du vouloir. Parce que le vouloir, on peut dire, c'est avant l'Élysée. On a envie d'être président. Et après, comme s'ils atteint leur rêve, ils sont tous dans une espèce de dépression d'action. On a l'impression qu'ils sont coupés de leur action, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Moi, je trouve que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et j'espère que David, qui incarne cette nouvelle énergie, alors j'étais un des premiers à dire il y a une dizaine d'années, c'est sur Sud Radio, on m'a dit vous suivez Emmanuel Macron, et alors pour vous la suite? J'ai dit pour moi, il y en a qu'un, c'est David Issard. Ça avait créé pas un tollé, mais tout le monde va appeler un étonnement. Un étonnement. Mais j'ai dit non, voilà, je dis d'ailleurs, pour moi, il y avait une proximité, mais pas du tout en termes de vision politique, en termes de personnalité, différence, créativité, etc. Mais je pense que David, la différence avec tous les autres politiques, et surtout avec Emmanuel Macron, c'est qu'il sait ce que c'est que gérer une ville. Il sait ce que c'est tous les jours de gérer les Français qui souffrent, qui vont pas bien. Et surtout, il sait ce que c'est que d'être attendu au coin du bois, avec des enjeux, avec des solutions concrètes. Parce que si vous commencez à pipoter quand vous êtes maire, vous êtes sorti très vite. Même votre majorité ne croit plus en vous. Donc, encore une fois, moi, je pense que j'ai toujours pensé que le prochain maire, c'est un vrai lapsus, le prochain président serait un maire, parce que je pense qu'il faut être encore plus près des Français. Parce qu'aujourd'hui, la société se divise, se disloque, devient de plus en plus violente. Si on n'a pas quelqu'un qui connaît les gens et qui ne les regarde pas comme des adhérents, les Français, ce n'est pas des adhérents, c'est des citoyens. Et quelle que soit leur pensée, on doit les regarder comme des citoyens. C'est les citoyens qu'on a ramenés, ce n'est pas les adhérents.
Donc c'est pas oui, au second tour, on doit séduire tout le monde, tous les adhérents du premier qui vont séduire son camp et après on séduit les Français. Il faut arrêter les conneries. On parle depuis le premier jour à tous les citoyens français. Parce qu'il faut les concerner, il faut qu'ils aillent voter, il faut qu'ils soient là. Et encore une fois, je crois, moi, parce que je le connais depuis longtemps, j'ai vu en David qu'il est pour moi pile dans la plaque de ce que je viens de vous raconter aujourd'hui. Puis c'est le président des maires de France, il est le maire le mieux élu de France. Il y a quand même quelques faits concrets. Et après, il y a l'émotionnel. Parce que je le connais. Je le connais bien en dehors. C'est un ami, c'est comme la famille. Je dis, David, c'est vraiment, ça pourrait être quelqu'un de ma famille. Parce qu'il a des valeurs incroyables. Parce qu'il se bat. Il suffit de... Moi, j'ai couru avec lui. Moi, j'ai fait des marathons, mais pas à son niveau. Il faut voir comment il se bat. Quand il est sur la ligne de départ, il y a quoi qu'il arrive, la ligne d'arrivée au bout. Et c'est quelqu'un qui ne pourrait pas imaginer ne pas tenir, même pas une promesse, un engagement. Donc je me dis, voilà, souvent on me dit, on parle de la chance, on dit, est-ce qu'il a, David, il n'est pas encore assez connu, il a une très forte notoriété assistée, mais une notoriété spontanée plus faible. On me dit, mais est-ce qu'il a encore des chances d'être président? Moi je réponds exactement l'inverse. Je crois que la France aurait vraiment de la chance d'avoir un tel président. Merci. C'est comme ça qu'il faut résumer, je trouve. C'était parfait. J'espère la cette bien. fin. C'est la pour ça nouvelle que je dis énergie de merci, David. parce que pour moi, c'était vraiment le mot de la fin. C'était passage à l'acte, en 5 actes avec Franck Tapiro, avec une conclusion simple, efficace, voilà, et pleine de générosité. Et pleine de générosité. Merci pour ce temps accordé et pour cette première. C'était passionnant. Je suis ravi. Merci beaucoup.